Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode du Steward Voyageur. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cet épisode du Steward Voyageur, je vais te proposer un QCM spécial Cabin Crew Attestation, CCA pour les intimes. Je t'en ai déjà fait quelques-uns par le passé, tu les retrouveras évidemment dans les vidéos, donc en regardant directement dans l'historique de la chaîne du Steward Voyageur. Si tu es un futur hôtesse steward, du moins une future hôtesse de l'air, forcément tu sais exactement ce qu'il en retourne. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour tester tes connaissances avant de passer l'examen théorique. Et si tu ne connais pas, également reste avec moi et reste jusqu'à la fin pour découvrir exactement ce à quoi nous sommes formés, le diplôme pour devenir PNC, personnel navigant commercial, qu'on passe obligatoirement avant de devoir travailler dans un avion. Donc reste jusqu'au bout et à la fin tu me diras exactement le résultat que tu as eu. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès à présent. On est quasiment 8000, donc merci à vous de votre fidélité. Également, mets un pouce en l'air. Et j'en profite pour remercier mon partenaire de la chaîne Holafly. Donc si tu ne connais pas, Holafly propose des forfaits de roaming 4G, 5G lorsqu'on voyage à travers le monde et que son forfait téléphonique n'inclut pas la data dans le pays qu'on visite. Et ben Holafly te propose des tarifs ultra avantageux pour rester connecté et ce de manière illimitée, tout en respectant ta vie privée étant donné qu'il s'agit d'une entreprise européenne. Et cerise sur le gâteau, je t'offre 5% de réduction sur l'ensemble des forfaits Holafly pour toi, ta famille et tes proches. Donc tu peux le faire tout simplement en rentrant le code EXPLORATEURFR que tu retrouveras dans les notes de la vidéo. Donc une nouvelle fois, merci à toi et merci surtout à Holafly également qui me fait confiance. Donc comme je te l'ai dit, aujourd'hui, une fois que je t'ai fait cette petite introduction d'usage, je te propose un QCM spécial Cabin Crew Attestation. 10 questions. À chaque fois, évidemment, je te donnerai dans la foulée la réponse de la question qu'on aura faite, les explications qu'il faut. Donc si avant de passer à la réponse, tu penses que c'est trop rapide, je t'invite à mettre sur pause l'épisode, le temps de réfléchir un petit peu et ensuite de continuer la vidéo pour avoir l'explication qui va forcément avec. Du coup, je vais te les afficher à l'écran et au fur et à mesure, on va voir ensemble ce qu'il en retourne exactement. Question numéro 1, donc à chaque fois il y a 3 réponses possibles. Lors d'une évacuation, le toboggan de ma porte ne se déploie pas à son ouverture. Petit 1, qu'est-ce que je fais? Je continue l'évacuation via cette porte, le plus important étant d'évacuer le plus rapidement possible. Petit 2, je redirige les passagers vers la sortie la plus proche. Et petit 3, je tire la poignée de déploiement manuel du toboggan. Donc si ma porte ne s'ouvre pas lors d'une évacuation, exactement ce que je dois faire, c'est l'une des 3 réponses. J'espère que tu as eu le temps de réfléchir, on va passer à la réponse. La réponse, c'est la numéro 3. Donc en cas d'évacuation, si ta porte ne s'ouvre pas de manière automatique lorsque tu l'ouvres et que le toboggan ne se déploie pas, à ce moment-là, tu dois tirer la poignée de secours qui doit normalement pouvoir ouvrir le toboggan de manière manuelle. Donc je te montre ça, à quoi ça ressemble exactement. Je t'ai trouvé une petite photo. Donc là, c'est un toboggan mis à nu, entre guillemets, c'est ce qui est caché à l'intérieur de l'avion dans la porte. Donc en fait, la poignée, c'est ce que tu vois avec la petite flèche jaune, c'est la poignée rouge. En fait, on est censé la tirer si jamais à l'ouverture de la porte, le toboggan ne se déploie pas de manière automatique. Il faut la tirer. Et normalement, dans l'absolu, c'est censé pouvoir initier le déploiement du toboggan de manière manuelle. Donc le toboggan, c'est ce qui est jaune. Après, ça ne marche pas à tous les coups, si jamais le toboggan est endommagé lors de l'impact ou de l'amérissage. Et c'est seulement à ce moment-là où il faut rediriger les passagers vers la porte opposée, si celle-ci est toujours disponible, ou alors à la porte la plus proche. Et seulement, mais alors vraiment, si tu es dans la mouise intersidérale, si vraiment il n'y a pas le choix, tu utiliseras quand même ta porte. Mais là, c'est vraiment le pire. Alors le pire des scénarios et s'il en va de ta survie de manière extrême. J'en profite par l'occasion que je te montre cette image pour faire un petit tour de à quoi ressemble un toboggan et en fait ce qu'il en est exactement. Donc comme je t'ai dit, il y a la poignée, donc c'est le petit truc rouge. Tu as le toboggan en soi, c'est ce qui est jaune.
Ensuite, on voit la jauge de pression avec le petit bitonio vert et rouge. Donc, pour savoir si ton toboggan a encore de l'oxygène, enfin du moins de l'air à l'intérieur pour se déployer correctement. Et enfin, alors c'est marqué en anglais, c'est marqué for ditching use only. Et ben en fait, ça c'est un peu sorte de petit couvercle que tu, en cas d'amérissage, que tu vas soulever. Et à l'intérieur, en fait, tu vas trouver un zip avec une poignée. Et lorsqu'on amérit, qu'on atterrit sur l'eau, on va en fait, avant d'évacuer, détacher le toboggan de l'avion. Et à ce moment-là, tu vas tout d'abord, avant d'évacuer, tirer cette fameuse poignée qui va libérer le toboggan qui restera attaché à l'avion. Et ensuite, eh ben, par une petite corde, ça reste attaché. Et seulement à ce moment-là, tu vas devoir évacuer. Donc, il faut penser à le faire avant d'évacuer sur un amérissage. Et ensuite, eh ben, une fois que tu auras évacué tout le monde, si tu as eu le temps, à ce moment-là, tu vas trouver un couteau pour couper cette fameuse corde. C'est une sorte de ligne de survie, hein. Sinon, ton toboggan, il fout le camp, et ben, c'est quand même ballot. Ou alors, si entre-temps, ton avion, la carcasse sombre, à ce moment-là, tu as une sorte de point de rupture et la dite corde va alors se couper de manière automatique. Donc, pas de risque que tu emportes ton toboggan et tout le monde qui se sera accroché dessus au fond de l'eau, car cela veut se couper de manière automatique. Voilà, comme ça au moins tu vois en quoi il en retourne. Maintenant, question numéro 2, je te promets sur les autres questions par rapport aux réponses, on va aller un peu plus vite, là c'est vraiment que je voulais te montrer ce qu'il en est parce que c'est quand même assez la base, hein. Donc question numéro 2. Suite à un atterrissage d'urgence dans une zone inhabitée, l'équipage doit assurer la survie des passagers. Pour augmenter son succès de survie, les 4 tâches prioritaires à faire dans l'ordre sont, donc là il faut bien retenir, c'est les 4 tâches et il y a un ordre à mettre en application. Première possibilité de réponse, c'est la localisation, la protection, l'eau et la nourriture. La deuxième, c'est la protection, la localisation, la nourriture et l'eau. Et enfin, la troisième possibilité, c'est la protection, la localisation, l'eau et la nourriture. Donc ça, tu vois, c'est les 4 priorités. Et dans quel ordre tu mets en fait ces priorités en cas d'urgence, enfin en cas d'évacuation dans une zone inhabitée. Donc c'est sous-entendu au milieu de la jungle, dans le désert, en zone polaire, peu importe, c'est quoi tes 4 priorités? Et la réponse, c'est la suivante, c'est la numéro 3. La première action à faire, c'est la protection. C'est de protéger toi-même et ainsi que les passagers, les survivants, du milieu dans lequel tu te trouves qui est potentiellement un milieu hostile, hein. Tu n'es pas forcément au milieu des champs avec des jolies vaches, ça peut être dans un milieu hostile avec des animaux dangereux ou alors des conditions météorologiques extrêmes comme la neige ou alors la chaleur. La première chose à faire, c'est de te protéger quoi qu'il arrive avec la carlingue de l'avion, faire des cabanes, trouver une grotte, peu importe, il faut te protéger. La deuxième action, deuxième tâche à mettre, c'est la localisation. Donc c'est d'émettre un signal, donc via les balises de détresse, pour dire à qui tu veux, où est-ce que tu te trouves pour que les urgences viennent t'aider, que les secours viennent t'aider. Donc souvent, à ce moment-là, c'est là où on doit activer la balise de détresse si tu ne l'as pas encore fait. La troisième tâche prioritaire, c'est l'eau. C'est évidemment de trouver de l'eau, de rationner l'eau si tu peux encore récupérer l'eau qui se trouve soit dans l'avion, dans les bouteilles d'eau ou alors dans les réserves d'eau. Ça c'est extrêmement important parce que je te rappelle que sans eau, on ne survit pas, hein. Au bout de 24-48 heures, on peut mourir de déshydratation. Donc c'est vraiment extrêmement important de rationner l'eau et de trouver de l'eau. Et enfin, ta quatrième tâche prioritaire, qui parle évidemment de nourriture, c'est de trouver une source de nourriture pour pouvoir durer. Alors, sachant que la nourriture, c'est ce qui est le moins important car on peut survivre très longtemps. Alors, je parle pour des personnes en pleine santé, on va dire, hein, de manière lambda. Il faut trouver de la nourriture. Ensuite, on vit assez longtemps, même avec un minimum de nourriture. Donc, c'est pour ça qu'on reste, c'est la quatrième tâche prioritaire. Question numéro 3. Quelle est la durée moyenne d'utilisation d'un extincteur BCF? Car il existe plusieurs extincteurs et le BCF est celui qu'on retrouve de plus en plus. Est-ce 10 secondes, 15 secondes ou 20 secondes?
Et là, c'est vraiment du par cœur, par cœur, par cœur. Et la réponse, eh ben, elle est toute bête, c'est la numéro 2. La durée moyenne d'un extincteur BCF, c'est 15 secondes. Donc, c'est extrêmement court, c'est extrêmement rapide. Donc, ça te prouve comme quoi il faut, lorsque tu attaques un feu, vraiment aller vraiment à la base du feu et aller à fond, à fond, à fond, car 15 secondes, c'est vraiment pas énorme. Et idéalement, dans la mise en place de ton attaque du feu, avoir d'autres extincteurs BCF prêts à l'emploi, donc souvent que les collègues ramènent, et pour que tu puisses idéalement continuer à attaquer le feu si un BCF de 15 secondes n'a pas suffi. Question numéro 4. Lors de l'embarquement, un passager souhaite embarquer avec une valise dont les dimensions ne permettent pas de la ranger de manière sécurisée en cabine. Avant de transférer le bagage en soute, que devez-vous vous assurer concernant le contenu de la valise? Donc typiquement, c'est quelque chose qui arrive vraiment très souvent. Quelqu'un se pointe avec une valise qui est soit trop grosse, donc du coup tu es obligé de la mettre en soute, ou alors il n'y a plus de place et également il faut la mettre en soute. Et là, qu'est-ce que tu fais avec le contenu de la valise? Premièrement, tu ne fais rien. Le contenu de la valise est personnel et privé. C'est la vie privée, donc on ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur. Réponse numéro 2, eh ben on s'assure que rien de dangereux ne se trouve dedans. Et enfin, numéro 3, on s'assure que le poids de la valise ne dépasse pas la franchise bagage du passager. Sous-entendu dans cette réponse que si c'est le cas, à ce moment-là, on fait payer le passager. Alors 1, on fait rien, 2, on vérifie que rien de dangereux se trouve dedans, ou 3, on vérifie le poids pour faire payer le passager au besoin. On ne sait jamais, il nous a peut-être essayé de nous gruger. Et la réponse, c'est évidemment la réponse numéro 2. On s'assure que rien de dangereux ne se trouve à l'intérieur de la valise avant de la mettre de la cabine à la soute, car je te rappelle que certains produits, certaines choses sont autorisées en cabine, ne sont pas autorisées en soute, car il s'agit de matières dangereuses. Typiquement, tout ce qui est batterie, là aujourd'hui, c'est vraiment le danger le plus important qui nous guette au niveau des incendies dans l'avion, surtout pour des batteries qui sont fabriquées on ne sait où avec les cigarettes électroniques qui ont une composition assez douteuse. À ce moment-là, il faut s'assurer que ça ne va pas en soute. Donc là, je te parle évidemment des batteries, c'est ce qui me vient en tête. Il existe d'autres choses. Par rapport contenu et personnel et privé, oui, clairement, mais c'est pas la question du moment. La question, c'est vraiment de savoir s'il y a quelque chose de dangereux. Et concernant le poids, sauf si vraiment tu travailles pour une compagnie extrêmement radine, sinon clairement, on s'en fiche. Pour savoir s'il y a quelque chose de dangereux ou pas à l'intérieur de la valise avant de la mettre en soute, eh ben on le demande de manière toute simple aux passagers en question, aux passagers concernés. Souvent, et par exemple c'est le cas dans ma compagnie aérienne, on dispose d'une carte A4 traduite dans de nombreuses langues pour être sûr que la personne en question comprenne, dans lequel on pose des questions où on montre avec des petits pictogrammes ou alors c'est écrit s'il y a des matières dangereuses, des explosifs, des batteries, etc. Par la même occasion, on s'assure qu'il n'y a pas d'objets de valeur, les cartes d'identité, les passeports, de l'argent, les cartes bancaires ou tout autre médicament, par exemple, qui pourrait être utile durant le voyage du passager. Question numéro 5. Un passager se brûle en buvant son thé Earl Grey lors de turbulences en ciel clair. Des cloques apparaissent et le passager crie de douleur. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que tu vas faire si jamais quelqu'un se brûle et que des cloques apparaissent? Petit 1, tu vas t'excuser et tu vas servir un nouveau thé parce que la personne n'a plus de thé à boire. Deuxièmement, tu vas percer les cloques et appliquer de la crème hydratante. Et troisième point, tu vas stopper la brûlure en la refroidissant et en surveillant les constantes vitales du passager. Que fais-tu? Tu t'excuses, tu perces les cloques et tu mets de la crème, ou alors tu stoppes la brûlure et tu surveilles les constantes vitales. Et la réponse, c'est évidemment la réponse numéro 3. Tu vas stopper la brûlure en la refroidissant avec tout ce que tu as sous la main. Donc souvent, tu vas à ce moment-là aux toilettes en fonction de la zone géographique de la brûlure et tu vas stopper en mettant par exemple la main, si c'est au niveau de la main, sous l'eau tiède ou sous l'eau froide de manière assez prolongée pour stopper le phénomène de brûlure qui se propage encore à l'intérieur des chairs. Et ensuite, en fonction de la sévérité
de la brûlure. Si c'est une petite brûlure, bon, tu vas pas surveiller les constantes ou alors de manière assez légère. Si c'est quelque chose d'assez important, surtout c'est au niveau par exemple des poumons, au niveau de la gorge par exemple, car cela peut entraîner une situation de choc, c'est-à-dire que le passager peut perdre connaissance et à ce moment-là, ça devient un risque vital pour le passager en question. Concernant les autres réponses possibles, alors évidemment tu vas t'excuser même si ce n'est pas ta faute. Pour information, des turbulences en zone claire, en ciel clair, ce sont des turbulences qui ne sont pas prévues, qu'on ne voit pas sur le radar. C'est genre, il fait beau, et puis d'un coup, tu as des turbulences. Ça, c'est ce qu'on appelle des turbulences en ciel clair, comparé aux autres turbulences qu'on voit arriver par rapport à la géographie de la Terre, donc les montagnes par exemple, ou alors liées à la météo, où on sait par avance qu'il va y avoir des turbulences lorsqu'il y a des nuages. Donc ça, évidemment, tu vas quand même t'excuser, ça vers un nouveau test si jamais la personne en veut toujours un. Et par rapport à la réponse numéro 2, on ne perce pas les cloques. On ne perce pas les cloques dans les brûlures de second degré, car c'est pas bon du tout. Ça peut être dangereux et apporter des affections et on ne met pas de crème hydratante. Il y a d'autres produits qu'on peut appliquer, mais pas de la crème hydratante. Pour information, âme sensible s'abstenir, je te montre à quoi ressemble une brûlure de second degré. Donc ça, c'est ça, les fameuses cloques, d'accord? Je suis sûr que tu en as déjà eu, par exemple, lorsque tu t'es brûlé avec l'eau chaude en cuire des pâtes, par exemple. Donc ça, ce sont les fameuses cloques. Donc ces cloques-là, on ne les perce pas. S'il y a des bijoux, idéalement, il faut les enlever si c'est vraiment au tout début de la brûlure, sinon on n'y touche pas. Et c'est pareil pour les vêtements. Si les vêtements sont collés sur les brûlures, on ne touche pas les vêtements. On ne les enlève pas car tu peux augmenter le risque de dommages et de danger pour le passager, pour la personne brûlée. Pour les brûlures, il en existe 3 types. Celle que je te montre à l'écran, c'est la deuxième. Après, tu as la brûlure de premier degré, donc c'est lorsque c'est rouge. Par exemple, tu te brûles un petit coup, là tu fais aïe aïe aïe. T'as pas de cloque, mais c'est quand même assez douloureux, c'est rouge. Donc là, pareil, tu mets sous l'eau chaude. C'est pas très grave. Et enfin, la troisième brûlure, c'est 3e degré. À ce moment-là, autant te dire que tu vas vite dérouter et atterrir le plus rapidement possible. En fait, la personne ne souffre pas forcément étant donné que cette brûlure, en fait, c'est tout cramé. Et ça a cramé, en fait, tellement de manière profonde que ça a tué grosso modo, les nerfs et que la personne ne sent rien. Et à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui conduit potentiellement à la mort. Donc, on cherche à atterrir le plus rapidement possible. Et là, pareil, tu as des moyens de traitement, mais que dans l'avion, ça reste assez superficiel et il faut vraiment aller au fin fond de la chose. Et c'est qu'à l'hôpital, du coup, que c'est faisable. Question numéro 6. À partir de quelle durée de vol un avion de transport de passagers doit contenir une trousse de premier secours? À partir de 0 minutes, à partir de 60 minutes ou à partir de 120 minutes de durée de vol, on est obligé d'avoir une trousse de secours dans un avion de transport de passagers. Et la réponse, c'est évidemment à partir de 0 minutes. Dès que tu as quelqu'un à bord, en fait, tout simplement, dès que c'est un avion qui est certifié pour transporter les passagers, et ben à ce moment-là, tu dois, quoi qu'il arrive, avoir une trousse de secours en cas de problème. Évidemment, le contenu de la trousse va évoluer en fonction du type de vol que tu fais. Si tu pars très loin au-delà des mers et que tu te retrouves en plein milieu du Pacifique ou de l'Atlantique, il y a de fortes chances que tu aies un peu plus de matos que si tu fais du court et du moyen courrier et que tu peux atterrir de manière assez rapide. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, dès que tu as l'autorisation d'avoir des passagers à bord, il te faut une trousse de secours et ce, peu importe la durée de ton vol. Question numéro 7. Et ça, une petite pensée pour un de mes abonnés, l'alphabet aéronautique. Dans l'alphabet aéronautique, la lettre T se prononce Tango, Tanga ou alors Tanguy. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à savoir. L'alphabet aéronautique, on l'utilise de manière quotidienne. Et la réponse, c'est Tango, d'accord? Tanga, bon, c'est un sous-vêtement, et Tanguy, on n'est pas dans le film, c'est un prénom. Donc la lettre T se prononce Tango. Je t'affiche en même temps, vite fait à l'écran, l'alphabet aéronautique. Si jamais tu mets sur pause, tu fais un copier-écran, ça te permet de la voir. Donc c'est quelque chose, l'alphabet aéronautique, d'extrêmement important, car ça évite de
confondre lorsque l'on parle les abréviations des lettres parce qu'il y a des consonances qui sont parfois assez proches comme le B et le P. À la radio, cela peut poser d'extrêmement, des problèmes. Hein. Donc forcément, pour éviter de ce genre de choses, pour éviter qu'on se plante et que les pilotes aillent pas au bon endroit, on va alors se dire bravo papa au lieu de BP, car à la radio, on est sûr de comprendre bravo papa, que ça corresponde aux deux lettres en question, et c'est beaucoup plus simple comme ça. Question numéro 8. Lorsqu'un avion connaît une situation d'urgence, le commandant de bord et le copilote évidemment vont émettre un message radio. Quel est-il? Quel est donc ce message radio? SOS, 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 help, 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 mayday, mayday, mayday. Alors j'espère pour toi que tu sais parce que c'est vraiment le truc bateau qu'on doit savoir. Donc en cas d'urgence, quel message est lancé par la radio? La réponse évidemment la 3, c'est mayday, 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 qui viendrait semble-t-il du français qui veut dire m'aider, 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 aidez-moi, et qui ensuite avec le temps et avec l'anglais s'est transformé en mayday. Lorsqu'il y a une situation d'urgence, donc que ce soit un feu ou d'autres choses, un crash ou un soupçon de crash, on va dire, à ce moment-là, c'est le message là en question, Mayday, 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 qui va être lancé à travers la radio sur les ondes par les pilotes. À ce moment-là, ils obtiennent la priorité au niveau de la radio et tout le monde autour doit à ce moment-là faire le silence pour que l'avion en détresse puisse appeler les secours et obtenir de l'aide aux besoins en fonction de la situation qui vit, que ce soit du terrorisme ou alors un feu ou autre chose. Donc c'est pour ça qu'on dit Mayday, c'est pour avoir la priorité sur les ondes. Et autant vous dire que lorsque ce message est entendu sur les ondes, tout le monde se tait et c'est vraiment quelque chose où on se dit voilà, espérons que la fin soit joyeuse. Question numéro 9. Pour éviter une thrombose veineuse, il est recommandé aux membres d'équipage et passagers de rester immobile et boire du café, bouger le plus possible et boire de l'eau, et enfin bouger le plus possible et de boire du café sans sucre. Pour éviter la thrombose veineuse, qu'est-il recommandé? Et la réponse est évidemment la réponse numéro 2. Il faut à ce moment-là bouger le plus possible durant le vol et boire de l'eau. Communément, la thrombose veineuse, c'est ce qu'on appelle la phlébite, c'est la formation d'un caillot de sang dans les veines et c'est extrêmement dangereux car si le caillot en question remonte au niveau du cœur, à ce moment-là, ça peut entraîner la mort. Donc c'est extrêmement important de bouger le plus possible durant le vol, surtout lorsqu'on fait du long courrier, également de boire le plus d'eau possible, d'où l'importance de l'hydratation. On évite le café déshydrate, on évite ce genre de boisson. On évite également le plus possible tout ce qui est cola, tout ce qui est les softs comme ça, et évidemment l'alcool, c'est encore pire. Donc la seule chose qu'idéalement on doit boire durant un vol, c'est de l'eau. Et c'est également pour ça que nous, en tant que membres d'équipage, on porte très souvent des chaussettes de contention ou alors des collants de contention. Cela permet d'activer la circulation sanguine et d'éviter ce genre de problème. Et pareil, on peut recommander aux passagers qui ne bougent pas autant qu'on le souhaiterait de faire des mouvements de poignets et également de chevilles pour activer la circulation. Et ce durant le vol, surtout les plus longs vols, car maintenant par exemple je te rappelle qu'on fait des vols de l'Europe vers l'Australie et rester immobile pendant 15 heures, 20 heures, c'est pas forcément recommandé. Et enfin, dernière question de ce quiz, on a la question numéro 10. Lors d'un amérissage non planifié, en général on évite de planifier un amérissage sauf si on a un avion dédié. Lors d'un amérissage non planifié, un membre d'équipage doit, dans la mesure du possible, récupérer l'émetteur d'urgence lors de l'évacuation. Au contact de l'eau, l'émetteur va flotter et émettre automatiquement, couler et émettre automatiquement, et enfin flotter et ne pas émettre automatiquement. Que va-t-il se passer avec l'émetteur en cas d'amérissage lorsque celui-ci va toucher l'eau? La réponse est évidemment la réponse 1. L'émetteur en question va flotter et ensuite émettre de manière automatique au contact de l'eau. Alors pour expliquer exactement cette réponse, pareil, je t'affiche à l'écran
l'image d'un émetteur. Alors souvent, moi au quotidien, j'appelle ça un ELT. C'est le nom anglais, c'est l'acronyme anglaise. Donc là, tu vois, je t'affiche un émetteur, un ELT. Et c'est à cela que ça ressemble dans l'avion lorsqu'on fait nos contrôles de sécurité pour vérifier qu'on a les équipements. Pourquoi ça flotte? Car comme tu peux le voir sur le dessus, tu as de la mousse. Et la mousse, ça flotte sur l'eau, d'accord? Donc tout simplement, il va flotter avec la mousse sur le dessus, avec le côté flottant vers le haut. Replié, tu vois l'antenne. Donc là, pareil, l'antenne pour le stockage est repliée, mais lors de son utilisation, il faut penser à le déplier. Et attention à l'œil, parce que quand ça se déplie, ça se fait de manière très élastique et ça peut te faire mal à l'œil, donc il faut penser à le déplier. Autre chose que l'on voit sur cet émetteur, c'est une petite cordelette. Alors la cordelette, quand d'un amérissage, tu vas l'accrocher sur ton radeau de survie, sur ton toboggan que tu auras transformé en radeau, comme je te l'ai montré tout à l'heure dans les premières questions avec le fil. C'est pareil, là tu vas l'accrocher sur ton radeau pour le laisser flotter, car après tu t'en fous, ça se fait de manière automatique. Et ensuite, pour éviter qu'il foute le camp et qu'il aille émettre beaucoup trop loin que de la zone d'impact. Pourquoi est-ce qu'il émet de manière automatique? Au contact de l'eau, il émet de manière automatique pour deux raisons. La première, c'est que tu as un capteur sensible à l'eau dans l'émetteur, dans les ELT. Et ensuite, ce capteur, en fait, tout simplement, au contact de l'eau, il va se dire « c'est pas normal que je touche de l'eau, normalement, je suis pas censé en toucher, donc je vais émettre. » Et il va pouvoir émettre parce que tu as un petit bitonio que tu vois sur la gauche qui est en position armée. Tu as trois positions, tu as la position armée, tu as la position off, donc éteint, et la position on. De base, il est, quoi qu'il arrive, en position armée pour que, en cas d'amérissage, il puisse émettre de manière automatique. C'est pour ça qu'au contact de l'eau, il va toucher l'eau, il va se mettre en mouvement, et étant donné que c'est en mode armé, il va commencer à émettre. En cas d'atterrissage, c'est-à-dire en cas d'urgence sur la Terre, évidemment, sauf si tu tombes sur la rivière, mais sinon, si tu es par exemple au milieu d'un champ, forcément, l'émetteur ne va pas émettre de manière automatique, il n'y aura pas eu de contact avec l'eau. À ce moment-là, tu devras penser à bouger le petit bitonio sur le mode on, l'activer, penser évidemment à également déployer l'antenne. Et à ce moment-là, lorsqu'on veut émettre sur une zone terrestre, il faut trouver soit une zone dégagée, libre de tout obstacle, car les obstacles peuvent empêcher la propagation des ondes et donc de capter les antennes, enfin du moins les satellites par exemple. Ou alors, si tu n'as pas la possibilité d'avoir une zone dégagée au niveau du sol, il faut le mettre à ce moment-là sur le point le plus haut. Si tu as par exemple, si tu es au milieu de la forêt, il faut prendre ton courage à deux mains et dans l'idéal, aller au sommet d'un arbre ou au sommet d'une montagne par exemple. Et voilà, on arrive à la fin de ce quiz spécial CCA, ce QCM. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite une nouvelle fois à mettre un like, un commentaire positif. N'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et surtout, pense à mettre la note que tu as eue. Je serais vraiment très curieux de savoir ce que tu as pensé de ce quiz et savoir sur les 10 questions combien tu as eu, est-ce que tu as eu la moyenne. J'espère que c'est le cas. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.